Bonjour à tous et à toutes, chers experts, chers conférenciers et à vous également, chers participants, chers invités. Donc, nous démarrons la deuxième journée de notre congrès international Semaine du bien-être et de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, nous parlerons de risques psychosociaux. On parlera de santé psychologique au travail. Hier, c'était une journée qui était consacrée à l'organisation du travail. Aujourd'hui, on va parler de la santé psychologique au travail. Et nous allons aborder la première conférence de cette journée. D'accord? La première conférence de cette journée qui est sur les impacts de la COVID-19 sur la santé des collaborateurs. Et pour ce faire, nous avons quatre experts qui vont nous partager leur expérience. Donc là, j'ai 2 hommes et 2 femmes. Et donc, la galanterie demande qu'on commence par les femmes. Donc, je vais chacune vous demander de vous présenter. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne, que l'on apprenne de vous? Qui êtes-vous? Voilà, donc en vos qualités, grades. Donc, par qui on commence? Patricia, Karen, choisissez. Allez-y, Patricia. Allez, Patricia, vas-y. Alors, je suis docteur Adouko Patricia. Je suis médecin préventeur, spécialiste en santé au travail. J'exerce à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui aujourd'hui est une institution de prévoyance sociale et qui est chargée de gérer le régime obligatoire de prévoyance sociale du secteur privé et assimilé. Elle gère aussi le régime complémentaire en la matière et depuis peu, nous avons commencé à intégrer les travailleurs indépendants. Donc aujourd'hui, en plus de la gestion du régime obligatoire de prévoyance sociale du secteur privé et assimilé, nous gérons également le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. À côté de la gestion des régimes de prévoyance sociale, nous intervenons dans l'action sanitaire et également dans l'action sociale. Alors, notre cœur de métier est principalement le contrôle et les prestations sociales. Voilà, un peu présenter mon institution. Alors, quand on parle de médecin préventeur dans une institution de prévoyance sociale, il faut voir déjà l'ambition de l'institution de prévoyance sociale à aller au-delà de l'approche suite à un accident de travail, mais c'est plutôt une vision proactive qui met en avant la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Alors, les préventeurs dans une institution de prévoyance sociale ont pour rôle d'accompagner les entreprises à mettre tout en œuvre pour réduire les accidents et maladies professionnelles dans le milieu du travail, mais assurer un bien-être à tous les travailleurs à travers un milieu de travail plus sain et plus adéquat. Bien-être des travailleurs. Et justement, c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette conférence. Merci à toi, docteur Patricia Adouko, donc médecin préventeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire. Et donc, Karen, c'est toi. À toi la parole. Hop, j'ai rallumé mon micro. Moi, je suis Karen Pariante. Je suis de formation psychologue clinicienne. Je travaille au sein d'un cabinet qui est spécialisé en accompagnement des entreprises sur tout ce qui concerne la santé psychologique au travail. Au sein de ce cabinet, j'ai en charge plus particulièrement tous les dispositifs, les missions d'assistance et d'accompagnement des salariés, tous salariés. Je me suis également formée à la médiation en entreprise. Ce que j'aurais envie de partager avec vous au cours de cette table ronde, c'est justement de vous faire un peu notre retour d'expérience sur la nature des différents impacts sur les personnes
qui sont confrontés, qui ont été et qui sont encore confrontés à cette crise. Alors, impact au niveau, bien évidemment, de la santé individuelle, mais impact dans tous les domaines de leur vie. Voilà. Merci, merci à toi, Karen. Merci. Donc, Karen est consultant à Stimulus, Stimulus qui est partenaire sur ce congrès. Merci beaucoup à toi. Et là, maintenant, j'ai la Tunisie et la France, ou du moins 2 Français et un Tunisien. Alors, Adrien, est-ce que tu peux prendre la parole? Est-ce que tu peux te présenter à la suite de Karen? Tout à fait. Donc, effectivement, donc moi, c'est l'avantage, c'est que je travaille chez Stimulus comme Karen. Donc, ça fait une économie sur la présentation de l'entreprise. Je travaille aussi sur la santé psychologique au travail. Et dans mon CV, la grande particularité par rapport à Stimulus, c'est que je ne suis pas psychologue. Et c'est assez rare chez nous. Donc, moi, j'ai plutôt une expérience de sociologue des organisations. Du coup, j'ai une lecture beaucoup plus organisationnelle et processus des problématiques de santé psychologique au travail. Et ce qui fait que je me porte énormément sur le terrain de la prévention primaire. Ce qu'on appelle chez nous la prévention primaire, c'est tout simplement éviter que les choses arrivent. Donc, c'est qu'est-ce qu'on change dans l'organisation du travail pour éviter que les risques psychosociaux apparaissent, ou en tout cas en limiter, parce qu'ils apparaissent, mais en limiter la fréquence et en limiter les impacts. Et à ce titre-là, moi, ce que j'aimerais discuter, c'est qu'est-ce qu'on a appris. Alors, moi, je vais très modestement parler du terrain que je connais, c'est-à-dire la France. Qu'est-ce qu'on a appris de cette situation, la période de confinement, la période de déconfinement, en termes de pratiques de travail et aussi de risques psychosociaux. Qu'est-ce que ça a fait aux gens, cette histoire, et notamment certaines pratiques managériales qui ont pu être un peu source de stress pour les gens. Voilà un peu le thème, donc le lien entre la Covid et puis la santé psychologique au travail, mais du point de vue, je dirais, des interactions entre les gens. Merci beaucoup, Adrien. Et maintenant, la parole à Seil Triki, franco-tunisien, résident à Tunis. Allez, Seil, vas-y, tu as la parole. Merci. Alors, c'est déjà un plaisir d'être parmi vous. Alors, je ne suis pas psychologue non plus, mais je suis dans le domaine des thérapies. Donc, je suis maître enseignant en PNL, en hypnose, en coaching, en mindfulness. Je fais ce métier depuis 15 ans. Je suis aussi bien entre la Tunisie et la France. Et donc, partenaire avec Synapse sur ce congrès, la semaine du bien-être. Et en fait, dans cette rencontre, j'aimerais partager avec vous une expérience qu'on a eue en Tunisie, parce qu'avec une équipe d'enseignants aussi, de coachs pluridisciplinaires, on a eu l'opportunité d'accompagner l'équipe médicale qui était en charge dans le côté réanimation des patients du Covid à l'hôpital en Tunisie. Et donc, on les a accompagnés pendant toute la période du confinement au niveau mental, hein, comment gérer l'aspect, le stress, comment gérer les relations entre eux, et eux et les patients et les familles des patients également. Moi, j'aimerais partager avec vous cette super expérience qui s'est faite tout au long de la période, tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Hein. J'en discutais dans une réunion à l'OMS, qui est basée en Tunisie, qui n'a pas été fait ailleurs dans le monde. Donc, c'est une expérience unique que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup, Seil Triki. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers amis, chers partenaires, et à vous également, chers spectateurs. Merci de nous rejoindre à cette première conférence de la 2e journée qui sera consacrée à la santé psychologique au travail. Et donc, comme je le disais tout à l'heure dans les couloirs, c'est que vous aurez chacun ou chacune 10 minutes de présentation. Je dis bien 10 minutes de présentation, et à l'issue, lorsqu'on aura fait le tour de chacun d'entre vous, on aura donné la possibilité à nos différents participants de poser des questions. Et voilà, donc cela va durer jusqu'à 11 heures GMT. Et donc, peut-être qu'on va commencer dans le même ordre, Docteur Patricia Adouko. Est-ce que tu pourrais commencer, si tu es prête? D'accord. Alors, je partage mon écran. Ouais. Et donc, voilà, cette conférence est également diffusée sur notre chaîne YouTube, HLC Group. Donc, pour ceux qui souhaitent également le partager à leurs collaborateurs, à leurs amis, n'hésitez pas à le partager.
là, nous avons la dernière slide. Oui, la dernière. Oui, je vais essayer de... OK. C'est bon? Non, là maintenant, on n'a plus ta Encore? présentation. On l'avait tout à l'heure, mais je crois qu'on ne l'a plus. Oh là. D'accord, ben je retourne là. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Ce sont les aléas du direct, donc il n'y a pas de problème, on gère. Est-ce là? Voilà, c'est en train de venir. Oui, Ça va commencer tout à l'heure. voilà. Vous avez l'écran? Oui, c'est bon maintenant. Est-ce que voilà, c'est bon. Impeccable. Tu peux démarrer. OK. D'accord. Il faut juste réduire les fenêtres. OK, alors, Voilà, il est 9h44, tu as 10 minutes, donc à 9h55, on va dire. d'accord. Merci, Monsieur Arthur. Alors, en introduction sur ce thème, nous pouvons dire que la vision d'un milieu de travail sain et sécuritaire passe par la promotion de la santé et de la sécurité dans ce milieu afin de prévenir activement les dommages à la santé. La santé, selon l'OMS, étant un état complet de bien-être physique, mental et social, il est aujourd'hui difficile de promouvoir la santé en milieu professionnel sans tenir compte de la dimension psychologique. La santé et la sécurité psychologique de nos collaborateurs vont découler des conditions de travail et des pratiques de gestion au sein de l'entreprise. Cependant, en plus des susceptibilités individuelles, de nombreux facteurs extérieurs au milieu du travail peuvent influencer cet état. Donc, c'est le cas de la pandémie à coronavirus qui a bouleversé notre quotidien. Alors, quel est l'impact de la crise sur la santé psychologique de nos collaborateurs? Après cette brève introduction, nous allons voir ensemble la détresse psychologique qui a découlé de la situation de crise. Nous verrons la conséquence sur la santé du travailleur, mais nous allons aussi voir l'impact que cette situation a eu sur l'entreprise et nous ferons des recommandations avant de conclure. Dans sa phase active, l'actuelle pandémie du coronavirus a constitué une réalité particulière et inhabituelle. Elle nous a confrontés à notre fragilité en tant qu'être humain. Elle a perturbé notre fonctionnement habituel et remis en question nos modes de vie et de travail. Dans le monde du travail, elle a eu des effets catastrophiques, causant d'innombrables souffrances et exposant au grand jour l'extrême vulnérabilité de millions de travailleurs et d'entreprises. Les dernières estimations de l'OIT parlent de 305 millions d'emplois perdus seulement pour le deuxième trimestre de l'année 2020. Donc, on constate qu'en plus de la peur d'être contaminé par le virus, s'est ajoutée l'incertitude du lendemain et de l'emploi qui, pour beaucoup de travailleurs, persiste encore aujourd'hui. Alors, subir les événements sans réellement avoir de moyens d'action reste une position inconfortable qui va générer chez le travailleur une détresse psychologique. Donc, chez l'être humain, la détresse psychologique va se manifester sur plusieurs plans, sur le plan intellectuel, sur le plan comportemental, sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel. Donc, au plan intellectuel, nous allons retrouver chez ces travailleurs des troubles de la concentration avec des oublis et des erreurs, des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions. Sur le plan comportemental, nous aurons des travailleurs qui auront recours à des produits calmants ou à des excitants,
qui vont se replier sur soi, qui vont modifier leur conduite alimentaire, qui peuvent avoir des comportements violents et agressifs avec une perte du sens de l'humour. Sur le plan physique, ce sera une somatisation qui va se manifester principalement par des tensions musculaires et des douleurs de tout genre. Au plan émotionnel, nous allons retrouver des troubles de l'anxiété et parfois un syndrome dépressif. Alors, cet état va forcément entraîner une conséquence sur la santé du travailleur. Donc, ce sera des travailleurs qui pourront finir par développer des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, des troubles anxio-dépressifs, un épuisement professionnel ou parfois aller jusqu'à un état de suicide. Alors, nous avons initié au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, nous avons initié une étude auprès de 70 services de santé au travail. Les résultats préliminaires de cette étude nous parlent déjà de nouveaux salariés atteints de maladies cardiovasculaires. Donc, il y a eu de nouveaux cas de salariés chez qui a été dépisté des maladies cardiovasculaires durant les 6 derniers mois. Aussi, il a été constaté pour les entreprises qui disposaient d'un centre d'appel et d'écoute des salariés en détresse, une forte activité de ces centres d'appel avec parfois nécessité d'un suivi psychologique des salariés. Donc, pour vous dire effectivement qu'il y a eu un impact sur la santé de nos travailleurs. Alors, l'entreprise aura nécessairement des conséquences. Alors, cette situation au niveau de l'entreprise peut entraîner un manque d'efficacité. Un manque d'efficacité, pourquoi? Parce que le travailleur qui va dans sa période de détresse psychologique va avoir des symptômes intellectuels, nous l'avons vu, tels que des troubles de la concentration, des difficultés à prendre des décisions, aura certainement des capacités diminuées avec une baisse de la qualité de son travail. Donc, il ne sera pas à mesure de traiter correctement les dossiers. Donc, son rendu sera moins bon que dans une situation normale. Aussi, le manque de concentration peut accentuer le risque de survenue d'accidents du travail. Nous avons des travailleurs qui sont démotivés à cause de la situation et à cause des conséquences, et donc qui peuvent être à la base, qui vont s'absenter du lieu du travail. Donc, on aurait un absentéisme accru. Toujours au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise, le fait qu'il y ait une surcharge de travail due à un retard accumulé, le travailleur peut finir par se retrouver dans une situation d'épuisement professionnel. Nous l'avons vu, les symptômes émotionnels vont provoquer chez le travailleur une perte d'humour, une irritabilité, autant de signes qui vont impacter de façon négative l'ambiance du travail. Donc, tout cela peut nuire à la productivité, bien sûr, mais de façon involontaire parce que le travailleur ne le fera pas de lui-même. Et donc, en conséquence, si rien n'est fait, il y aura une baisse de la performance de l'entreprise. En résumé, nous avons une situation de crise née avec la survenue de la COVID-19 qui, par l'arrêt de l'activité, a entraîné une baisse de la performance. Mais, par ses conséquences, a provoqué chez beaucoup de personnes une détresse psychologique. Si elle-même n'est pas prise en compte, va impacter négativement la performance de l'entreprise
Et donc, les entreprises auront du mal à retrouver leur performance habituelle ou à aller au-delà. C'est pourquoi il est important pour l'entreprise dans cette phase de reprise d'activité de ne pas négliger la santé psychologique de ses collaborateurs. Alors, que faire? Nous recommandons aux entreprises, d'identifier en premier les dangers et évaluer les risques à la santé psychologique afin de proposer des mesures appropriées à leur organisation. Alors, l'entreprise devra agir sur les éléments du milieu du travail qui pourraient avoir des répercussions sur la santé et la sécurité psychologique. Donc, elle devra agir sur l'environnement du travail en s'assurant à un respect de l'hygiène globale de l'entreprise pour réduire les risques de contamination. Mais aussi, elle devra agir sur la charge, le rythme et les horaires de travail en adaptant le travail aux nouvelles formes de travail actuelles. L'entreprise devra agir sur les violences et le harcèlement au niveau du travail, sur l'équilibre travail-vie privée, sur la sécurité de l'emploi, mettre l'accent sur le leadership, accentuer sa communication, faire la promotion de la santé et de la culture de prévention, mais aussi organiser le soutien social et le soutien psychologique à l'endroit de ses collaborateurs. Donc, en conclusion, nous disons que la pandémie à coronavirus a bouleversé le monde du travail. L'atteinte psychologique des collaborateurs, nous venons de le voir, n'a pas été épargnée. Il s'ensuit des conséquences sur la santé et aussi un impact sur la performance de l'entreprise. Pour élever le défi qui se présente au monde du travail, il est impératif pour toutes les entreprises de développer des stratégies de prévention et de gestion des problèmes de santé psychologique dans le milieu du travail. Merci. Merci à toi, Dr Patricia Adoukou, médecin préventeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Ouais. Donc, moi, je retiens que, à travers ta présentation, je retiens que déjà, à travers le monde, la COVID a eu beaucoup d'impact dans le monde du travail. Et ouais. Selon ce que tu as dit, il y a eu 305 millions d'emplois perdus, selon les études de l'OIT. Tu as également parlé des symptômes, surtout les signes de détresse psychologique, symptômes intellectuels, symptômes comportementaux, les symptômes physiques, également des symptômes au plan émotionnel. Et enfin, j'ai compris également que la COVID a eu un impact non seulement sur le travailleur, mais par ricochet sur la performance des entreprises et des organisations. Et donc, du coup, tu as terminé en proposant d'identifier les sources de problèmes, de difficultés psychologiques et de pouvoir y remédier. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Et merci. Tout à l'heure, certainement que tu auras des questions de nos différents participants. Donc, je vais passer la parole à Adrien et à Karen. Donc, à vous de définir qui commence. Voilà, donc à tour de rôle, vous pourriez intervenir. Merci. Ben, pour continuer dans la galanterie, je vais prendre la parole du coup. Et Adrien, petit à petit, interviendra, complétera et puis vous donnera effectivement, comme il vous l'a dit, sa vision, pas celle du psychologue qu'il n'est pas, mais celle du sociologue, voilà, au-delà des premiers constats. Alors, je vais juste partager, hop, l'écran, celui-là, voilà, et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, oui, c'est visible. Ok, super.
Là, est-ce que tu peux le mettre là? On voit la présente et la suivante. Comment? Alors, attendez. Hop. Bah, c'est ce que j'ai fait. À partir du début, à l'extrême. On arrive, hein? Oh, mais c'est pas grave si on voit la suivante. Super. C'est bon pour vous? C'est bon. Bon, voilà. Comme quoi, ça peut être utile d'être deux et d'être aidé. Oui, j'allais vous dire, alors attendez, je lance mon chronomètre parce que je me suis présentée, mais je ne vous ai pas précisé que j'étais très bavarde. Donc, je sais que j'ai 10 minutes, c'est parti. Donc, 10h10. Pour introduire finalement le retour d'expérience, peut-être le premier constat que je peux partager avec vous, c'est que avec l'arrivée de cette crise sanitaire et de l'épidémie et au-delà de la pandémie du Covid-19, eh bien, on a été sollicité comme on ne l'avait jamais été pour mettre en place des dispositifs d'écoute, d'accompagnement psychologique, mais pas que psychologique, également social, et on y reviendra. C'est une activité qu'on a, quoi qu'il en soit, tout au long de l'année et depuis de nombreuses années. Mais là, cette crise auquel les entreprises ont été confrontées voilà, et vraiment, a vraiment généré cette nécessité de pouvoir accompagner les salariés sur le plan psychologique et social et mettre en place donc, ces dispositifs, même pour celles qui n'en avaient pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qui est très corrélé à ça, c'est que du coup, cette activité-là est venue au moins dans les premiers temps du confinement. Et puis, je partagerai avec vous une espèce d'évolutivité finalement de la fréquentation de ces dispositifs. Mais dans les premiers temps du confinement, on a eu de fait beaucoup de personnes qui nous ont sollicités et pour aborder des sujets divers et variés en lien avec la crise. Donc, ça, c'est pour planter le décor. Au-delà donc de ce décor, comme je vous le disais, dans un premier temps, la grande majorité des salariés qui prenaient contact avec nous, donc nous étant essentiellement des psychologues, mais également des assistantes sociales et assistants sociaux, eh bien, présentait un certain nombre de discours, d'états de santé, de symptômes, dont on a déjà pas mal parlé avec Patricia, mais que peut-être je pourrais catégoriser de la manière suivante. On a eu dans un premier temps beaucoup d'angoisse liée au virus lui-même. Des angoisses qui étaient très liées à un certain nombre de questions, pour ne pas dire d'incertitudes. Qu'est-ce que ce virus? Jusqu'à quel point il est grave? Jusqu'à quel point je suis en danger? Jusqu'à quel point mes proches peuvent être en danger? Et avec ces deux derniers points, la crainte à la fois d'être contaminé, sachant que peut-être au début, je ne savais pas trop dans quelle mesure je risquais d'être contaminée ou pas, si tant est qu'on ait toutes les réponses aujourd'hui, mais aussi la crainte d'être contaminant, pour le dire comme ça, c'est-à-dire de contaminer effectivement des proches et des proches plus ou moins à risque. Donc voilà, toute une cohorte finalement d'échanges, d'entretiens très centrés sur ces sujets-là, sur la peur
du Covid-19, si je devais le résumer comme ça. Et puis assez vite, avec le confinement et toutes les conditions finalement du confinement, donc des personnes qui se retrouvaient chez elles, soit seules, soit chez elles en cohabitation prolongée, forcée avec leur entourage, sont venus se greffer d'autres sujets et du coup d'autres impacts à la fois sur le champ émotionnel et sur le champ plus comportemental. Donc, on a très vite vu apparaître un certain nombre de craintes sur la manière dont j'allais pouvoir travailler, continuer à travailler, à bien travailler, j'ai envie de dire, en tout cas à travailler dans des conditions qui me permettaient de suffisamment bien faire mon travail. Pour certaines personnes, c'était possible, mais pour d'autres, ça pouvait être compliqué parce qu'il y avait un conjoint ou une conjointe à qui il fallait faire de la place aussi, parce qu'il y avait des enfants, alors avec des problématiques différentes en fonction des âges, mais des enfants aussi à domicile dont il fallait s'occuper. Donc tout ça a pu générer pas mal de craintes avec effectivement le risque de voir apparaître un certain nombre de symptômes, encore une fois, que Patricia a pu énumérer. Je vous disais, des personnes qui se retrouvaient finalement en confinement, mais dans des conditions, j'ai envie de dire, sociales différentes. Hein. On a pu entendre des personnes très isolées et pour lesquelles, effectivement, le confinement est venu renforcer, majorer ce sentiment de solitude au-delà de l'isolement, enfin très lié à l'isolement, avec encore une fois l'impact psychologique, l'impact en termes de détresse psychologique qu'on peut imaginer. Et puis à contrario, si je schématise un peu les choses, des personnes qui se sont retrouvées confinées avec justement la grande difficulté à un moment donné de pouvoir s'isoler, pour lesquelles ça a pu devenir effectivement pesant, voire très pesant. Dans ce dernier cas de figure, je peux même évoquer deux choses. Il y a des personnes pour lesquelles la cohabitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 a pu effectivement être lourde, source de tension, qui était régulée par avant autrement parce qu'on passait finalement pas mal de temps en dehors de chez soi et au travail. Et dans certaines circonstances, j'ai envie de dire un peu plus lourdes, voire dramatiques, on a pu effectivement entendre des personnes nous dire vivre au-delà des tensions, des conflits très forts, voire des violences, hein, le risque accru d'être confronté à des violences conjugales, pour ne pas les citer, a été assez médiatisé. Et effectivement, ça a été le cas empiriquement pour nous par le biais des appels et des personnes qu'on a pu accompagner. Donc, dans la période de confinement et dans le temps qui m'est imparti, vraiment, ce que je partage avec vous recouvre, j'ai envie de dire, la majorité et l'essentiel des histoires de vie que l'on a pu accompagner. Et puis, dans un second temps, eh bien, on a vu apparaître aussi des craintes et l'impact sur l'état psychologique, l'état psychique des personnes qui nous sollicitaient, l'impact donc du déconfinement. Finalement, à s'installer dans le confinement, vous l'aurez compris, il y a eu pas mal de désavantages et d'impacts négatifs sur la santé, mais ce faisant, et l'individu étant quand même globalement programmé pour survivre et donc pour quelque part s'adapter, être dans une certaine mesure résilient face aux événements de vie, il y avait quelque chose de très sécurisant à être confiné. Finalement, je suis confinée, je suis en sécurité si je dois vraiment schématiser à outrance mon propos. Alors, le moment du déconfinement est venu à nouveau mettre sur la table un certain nombre de craintes par rapport au risque du Covid, c'est-à-dire que qui dit déconfinement dit retour à l'extérieur, que ce soit au travail pour certains ou que ce soit dans divers lieux publics, sociaux pour d'autres. Et du coup, quid de mon risque à nouveau d'être contaminé, d'être contaminant,
Le retour au travail a également, et je pense l'est toujours hein, pour un certain nombre de personnes, hein, a également été l'occasion de s'interroger sur les conditions de ce retour au travail, conditions eu égard à la sécurité sanitaire, mais conditions aussi eu égard à qu'est-ce que je vais retrouver. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail comme avant, retravailler comme avant, que ce soit en termes d'outils de travail ou en termes de relations de travail et du coup, pour certaines personnes, effectivement, ce déconfinement, s'il rime avec le retour dans l'entreprise, dans la structure, dans l'institution, finalement, n'est pas si simple que ça. On entend même des personnes qui ont du mal à revenir bosser, hein, qui finalement sont plutôt contents a posteriori, avec un peu de recul, de ces conditions de confinement, en tout cas tant qu'on n'est pas à distance et sorti effectivement de ce risque sanitaire. Donc voilà finalement tous les sujets qu'on a été et qu'on est encore bien évidemment amené à accompagner, avec malgré tout un certain nombre j'ai envie de dire, de leçons hein, que petit à petit on tire de cette crise et de la manière d'y faire face et d'accompagner les uns et les autres. Et là, je pense que c'est plus Adrien qui va avoir l'occasion de prendre le relais là-dessus. Ouais, peut-être qu'avant qu'Adrienne ne prenne le relais, c'est parfait. Karen, merci. Adrien. Okay, du coup, je vais vous donner la lecture, moi qui est une lecture, la même chose, je vais raconter la même histoire, mais du point de vue de l'organisation et de l'entreprise et du collectif. Adrien. Peut-être tu peux me remettre le petit bébé. Ok. Voilà, nickel. Ok, super. Ok. Alors, pour vous refaire le film de ce qui s'est passé ici en mars-avril, c'est qu'on a mis tout le monde à la maison. Et quand on met tout le monde à la maison, les managers sont aussi à la maison. Et quand je gère une équipe, mais que je dois gérer mes gosses, que c'est une surprise pour moi comme pour les autres. La première chose qui s'est passée, qu'on a vu du point de vue de l'organisation, mais avec les conséquences que Karen a évoquées et avec les symptômes que Dr Patricia a évoqués aussi, c'est qu'on a eu des managers absents. Des managers absents, pas parce qu'ils étaient méchants, pas parce qu'ils étaient égoïstes ou parce qu'ils s'en fichaient de leurs collaborateurs, juste parce qu'ils étaient en panique comme tout le monde. Et donc, sur la première semaine ou les 2 premières semaines, on avait déjà construit le ferment des tensions entre les collaborateurs, sans que personne n'ait quoi que ce soit négligé, enfin, n'ait fait autre chose que d'essayer de se protéger soi-même. Je vais vous donner des exemples. On a des entreprises où les managers n'ont pas recontacté leurs collaborateurs à distance pendant 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient gérer le confinement, les enfants à l'école qui n'étaient plus à l'école, qu'il fallait gérer à la maison, etc., etc. Et puis, ça n'a repris qu'à un moment donné. D'accord ? Premier sujet. Deuxième enjeu, l'enjeu très opérationnel. Là, je reprends aussi les problématiques typiquement d'organisation du travail que Dr Patricia a évoqué tout à l'heure. C'est les glissements managériaux. Le premier qu'on a vu, c'est l'hypercontrôle. Donc, imaginez le contexte. Vous êtes confiné et en télétravail, typiquement centre d'appel, vous voyez, ou de la gestion administrative, de la gestion de dossiers, d'accord ? Les gens géraient peut-être en informatique, on leur donne des ordinateurs, enfin, il y a tout ça, il y a tout ce bazar qu'il faut gérer, on n'a pas forcément les moyens, on va demander aux gens de venir au travail chercher des dossiers, revenir, etc. Donc, vous imaginez que déjà, dans ce contexte-là, travailler chacun chez soi, c'est plus lourd et plus difficile que de travailler au bureau où tout est disponible. Premier problème. Deuxième problème, en plus on le fait avec les enfants à la maison pour ceux qui ont des enfants, avec des contraintes physiques que le bureau est beaucoup plus petit pour ceux qui ont des bureaux plus petits ou qui n'ont pas de bureau ou qui travaillent dans leur cuisine ou dans leur salle de bain. Et là, vous rajoutez le truc qu'il ne fallait pas rajouter, c'est que quand on met les gens dans ces situations-là, il faut leur donner un maximum d'autonomie pour qu'ils puissent se gérer et notamment se gérer avec leurs contraintes. D'accord ? Par exemple, ce n'est pas grave si je travaille le soir, mais je vais faire l'école le matin. Tant pis si je travaille jusqu'à 22 heures, ce n'est pas un problème. D'accord ? En gros, on fait au mieux avec les contraintes. Mais quand je suis manager et que j'ai mes 17 collaborateurs qui sont à distance, je commence à avoir peur. La peur de je suis à la maison, je ne fais plus rien. La peur de ils vont bosser, mais pas comme il faut, pas dans le bon sens.
Et donc, hyper-directivité, hyper-contrôle. Ce que je dis hyper-contrôle, c'est un terme un peu excessif, mais concrètement, ça donne quoi? J'ai eu un manager qui a expliqué que son management à elle lui avait demandé de faire un check de la production quotidienne de chacun de ses collaborateurs et de faire un reporting quotidien. Donc, elle appelait chacun de ses collaborateurs, elle leur demandait des comptes sur les dossiers traités dans la journée, elle refaisait un reporting à son N+1, qui faisait un reporting à son N+2, qui faisait un reporting à son N+3. Elle a estimé cette charge de travail supplémentaire absolument inutile, qui n'a absolument aucune espèce de sens quand on est tous ensemble dans un bureau, à 25% de sa charge de travail. Ça a eu très peu d'effet sur les collaborateurs eux-mêmes, qui se sont contentés d'envoyer un petit mail avec 3 données dans un mail. Mais par contre, en termes de sentiment d'être fliqué, d'être suivi, d'être surveillé, ça a été négatif pour les gens qui avaient déjà tous leurs problèmes perso et leurs problèmes d'organisation du travail à gérer. Mais pour la manager elle-même, ça a été très difficile, en particulier parce qu'elle-même, elle avait son travail à faire. Et elle s'est retrouvée avec une surcharge de travail de 25%, absolument, vraiment un rajout qui s'est rajouté au travail normal, d'accord? Qui n'a absolument aucune autre espèce de valeur ajoutée que de rassurer les managers. Et donc, tout le travail qu'on a fait avec des équipes comme celle-ci, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui leur faisait peur et qu'est-ce qui générait du contrôle et comment on fait pour baisser la peur. Pas la peur de la maladie, pas la peur de l'économie, la peur de ne pas maîtriser son équipe, c'est-à-dire au sens où elle vous file entre les doigts comme du sable. D'accord? Ça a été vraiment un vrai sujet du confinement. On a eu un grand nombre de très belles histoires où des équipes se sont mises à travailler bien plus efficacement, à être plus autonomes, etc. Mais il y a ça. Deuxième sujet très en connexion avec les interventions de Patricia et de Karen, c'est le phénomène d'isolement. Quand vous êtes à distance, que vous travaillez à distance, en fait, vos relations sont de plus en plus transactionnelles. Vous vous ajustez de moins en moins. Là, quand je vous parle, à distance, j'ai vaguement la capacité de regarder si Patricia me comprend, si ça lui parle, etc. Parce que je vois sa tête. Mais je ne vois pas la tête de Karen, je ne vois pas la tête de Céline, je ne vois pas la tête des intervenants. D'accord? Voilà. Okay. Donc, je ne sais pas si ça leur parle, si ça ne leur parle pas. De la même manière, quand je suis en réunion d'équipe par Zoom, par Teams, par ce que vous voulez, avec mes collaborateurs, je vais être de plus en plus amené, quand je suis à distance, à faire du transactionnel. Alors, demander des trucs à faire et à attendre les résultats. Si la personne ne va pas bien, si elle est débordée de travail, si elle n'a pas le réflexe d'alerter, on met les gens en risque. Donc, c'est un amplificateur de risque. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le confinement, mais imaginez des collaborateurs qui maintenant déconfinent avec cet état d'esprit-là. Potentiellement des tensions avec leur manager liées au fait que leur manager les a un peu oubliés ou a mis de l'hyper-contrôle et ils n'ont pas eu le temps d'en discuter, de descendre en tension dans les relations. D'accord ? Ça peut être aussi la même chose entre collaborateurs sur la répartition de la charge de travail. Et là, on déconfine. Tu peux peut-être passer le slide suivant. Et là, on a observé plusieurs problématiques particulières. La première, c'est le fait que ces tensions qui ont pu être créées entre les individus pendant le confinement n'ont pas été traitées pendant ce confinement parce que la distance ne le permettait pas. Et donc, ça a pu arriver, quand les gens sont retournés au bureau, ça a été géré de manière explosive. D'accord ? Ou implosive. Explosive, c'est-à-dire que les collaborateurs sont mis en colère. Bah ouais, tu n'étais pas là pendant le confinement. Hein. Merci du soutien. D'accord ? Ça, c'est explosif. Implosif, c'est plutôt je rentre vers moi et en gros, je ne veux plus parler à mon manager, ça ne m'intéresse plus et je me renferme dans ma coquille. D'accord ? Rapport au travail. Deuxième enjeu, c'est l'absurdité de la situation. On me demande de rentrer au bureau, de prendre des risques par rapport à ma santé, alors que par ailleurs, on va avoir des protocoles super serrés dans les écoles, c'est-à-dire cette déconnexion entre les règles qui s'appliquent au travail et les règles qui s'appliquent à l'extérieur. Ou à l'inverse, on m'enquiquine à mettre des masques et des machins et des bidules au travail, alors que par ailleurs, à côté, entre guillemets, c'est la fête, quoi. D'accord ? Et cette déconnexion-là a créé un sentiment d'absurdité chez certains collaborateurs qui fait que vous ne les remettez plus en énergie dans l'entreprise. D'accord ? Je regarde l'heure pour éviter de tenir bien. Il me reste 2 minutes. Je ne reviens pas sur les tensions qui ont pu avoir lieu, qui sont aussi intéressantes, sur lesquelles nous, on a beaucoup travaillé, enfin intéressantes du point de vue de la relation, mais entre les collaborateurs qui ont peur de tomber malades et les collaborateurs qui étaient plutôt naturellement négligents. Quand vous les mettez dans un même bureau, quand les gens reviennent, c'est très difficile parce que chacun a son point de vue, chacun a son prisme, son regard. Et en fait, ils ont énormément de mal à se comprendre. L'un étiquetant l'autre de parano, globalement, ou d'hypochondriaque, et l'autre étiquetant l'un, le premier, de négligent.
D'accord? Et remettre ces personnes en dialogue a pu être difficile parce que ça touchait à des valeurs très profondes, des problématiques liées à la maladie, à la peur, des choses très profondes. Et les managers, face à ça, ils sont désemparés. Ce n'est pas du travail, on ne discute pas sur la charge, on ne discute pas sur des choses concrètes. C'est des choses qui sont très personnelles. Donc, c'est très difficile pour les managers d'avoir à gérer ces situations-là. D'accord? Et enfin, parce qu'il ne me reste plus qu'une minute, peut-être après on mettra sur d'autres sujets, on commence à observer là, et là je dirais c'est un peu nouveau, c'est vraiment la situation actuelle, c'est qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. On ne sait pas si on va reconfiner, on ne sait pas combien de temps on va encore devoir mettre nos masques tous les jours au bureau dans toutes les circonstances. Donc une forme de pénibilité, les inquiétudes liées à l'économie, à la situation économique, et les inquiétudes liées au reconfinement. Et ça génère chez les collaborateurs ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, un phénomène de tunnel élastique. C'est-à-dire que quand on demande aux gens de confiner pendant deux mois, bon déjà on leur demande de le faire pendant 2 semaines, et puis encore 2 semaines, et puis encore un mois. Ils le font, mais au bout d'un moment, ils craquent un peu parce qu'en fait on leur demande de prolonger plusieurs fois ce truc. Mais ils savent qu'au bout d'un moment, ils vont sortir de ça. Donc entre guillemets, ils sortent du tunnel. Et on est prêt à faire tout un tas d'efforts, y compris en termes de travail, de quantité de travail, de conditions de travail, si on sait qu'il y a un horizon à la fin. D'accord? Et qu'on en sort. Et si on sait quand on en sort, on a plus de facilité à donner le coup de collier, à rentrer les épaules, à mettre l'énergie supplémentaire. Mais quand on ne sait pas, ou quand on a l'impression qu'on va sortir à tel moment, mais que finalement ça glisse, c'est ça le tunnel élastique, c'est le bout du tunnel qui n'en finit pas de s'éloigner au fur et à mesure qu'on avance. Là, vous pouvez avoir un effet sur la motivation des collaborateurs, un effet sur leur santé psychologique, au sens où, à un moment donné, ils perdent l'espoir ou ils perdent l'envie. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ne croient plus à la capacité de sortir. Et l'énergie que j'étais prêt à mettre en pensant que ce serait temporaire, je perds l'envie de la mettre parce que je ne crois plus au fait que ce soit temporaire. Et la situation actuelle dans laquelle nous on est aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Les gens parlent de reconfinement, mais en même temps, tout le monde veut l'éviter. Et en même temps, les conditions de travail avec le masque ne sont pas forcément meilleures que celles qu'on avait quand on était confiné à distance. Ce qui fait que les gens retournent en télétravail pour avoir des conditions plus confortables de travail, ce qui est l'énorme paradoxe. Et surtout, on n'a pas d'horizon. Voilà. Et donc, ces questions-là, maintenant, c'est comment est-ce qu'on redonne un horizon et surtout comment on redonne un vrai quotidien, comment on arrête d'être dans cette ambiance un peu anxiogène et qu'on essaie de faire avec la coronavirus. Et je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Allô? Oui, vous nous entendez? Ah oui, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup à Karen et à Adrien pour cette présentation. Beaucoup de choses à retenir, mais j'aimerais juste retenir quelques points. 2 étapes importantes, du moins 3 étapes importantes. L'étape du confinement, l'étape du déconfinement et la réalité qui est celle d'aujourd'hui. Et donc, comme Karen a pu l'indiquer, on ressent au niveau des travailleurs, des salariés, cette peur et cette crainte déjà liées au confinement, et cette peur et cette crainte également qui apparaît lorsqu'il s'agit du déconfinement. Voilà, donc peur et crainte aussi bien au niveau du confinement qu'au niveau du déconfinement, ce qui va créer également, Adrien l'a ajouté, cette tension entre les collaborateurs, cette tension entre les collaborateurs qui ont peur d'être contaminés et ceux qui sont négligents, finalement. Et puis, finalement, cette 3e étape, c'est l'incertitude. Voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et le fait de se placer devant cette incertitude, justement, va créer beaucoup de soucis au niveau psychologique. En tout cas, merci beaucoup à Adrien et à Karen pour votre présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Céile qui va partager en 10 minutes son expérience et après cela, nos participants auront déjà des questions. Il y a déjà des questions qui fusent, hein, donc vous serez très bien servis. Céile, à tout à l'heure. À toi maintenant la parole. Bien, merci pour mes collègues. Alors, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de Psynaps. Alors, Psynaps, on est un institut international qui formons dans le domaine des thérapies brèves.
Et donc, c'est un institut qui est basé en France, mais c'est un institut qui existe dans plusieurs pays, dont des pays tels la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, le Canada. Et nous, on a la représentation pour l'Afrique ici en Tunisie. Et durant cette période de confinement, nous, en tant qu'institut, avec plusieurs formateurs qui avaient l'habitude d'être sur le terrain et de pouvoir former des personnes, former des thérapeutes dans le domaine PNL, hypnose et coaching, eh bien, nous-mêmes, on a fait un travail sur nous, dans un premier temps, pour justement dépasser cette période-là. Et on a travaillé sur un projet qui est de se rendre utile. C'est-à-dire, comme on a perdu ce lien avec nos participants, avec nos coachés, avec les personnes qu'on avait l'habitude d'accompagner, donc on a proposé de faire des émissions tous les jours qu'on appelle les Psynaps Café ou les thés de Psynaps. Et donc, il y avait des émissions tous les jours, hein, du lundi au dimanche, donc une à 14h, l'autre à 16h, où on proposait des formations, des webinars et des thérapies pour des personnes. Donc, on avait des vues de entre 2000 et 3000 par jour. Et donc, ça, c'était par rapport au lien qu'on pouvait avoir avec les participants. En parallèle, bien sûr, c'était bénévole, hein, et en parallèle, on a eu l'occasion de faire la même chose en Tunisie et de proposer à une équipe, l'équipe soignante de l'hôpital. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la présentation. C'est ma fille. Hop, tchac. Et là, c'est la présentation. Et donc, voilà, ça, c'est l'équipe de Tunisie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tout. Ouais, Arthur, tu me réponds si c'est OK. Oui, c'est OK. Oui, Super. c'est OK. Ouais. Alors voilà, là, donc ça c'est l'équipe tunisienne. Et donc en tant que formateur et coach et thérapeute, on est aussi bien en Tunisie qu'on forme à l'étranger également. Et donc on a été sollicité par l'équipe médicale qui s'est occupée de la partie réanimation des patients Covid. Donc que ce soit les médecins ou les infirmiers, et on les a accompagnés tous les jours pour travailler sur eux. Parce que eux-mêmes, cette expérience de Covid, elle était nouvelle. Donc, ils étaient dans on va vers l'inconnu, on ne sait pas trop bien où on va, comme un peu tout le monde. Mais à la différence, c'est qu'eux, ils étaient en première ligne. Donc, avec un risque d'être contaminés plus fort, avec des horaires de travail qui étaient très, très durs, avec la crainte que ça augmente, parce qu'en termes de capacité d'accueil, il faut savoir que la Tunisie, on n'a que 220 lits de réanimation, donc c'est très, très, très peu. Donc la stratégie en Tunisie a été de travailler sur l'anticipation. Et donc anticiper pour éviter qu'il y ait une hécatombe. Et donc en termes de pression, l'équipe médicale, elle a eu une très, très grande pression. Et donc, on a travaillé en termes d'accompagnement avec cette équipe médicale sur, dans un premier temps, l'accompagnement individualisé et dans un deuxième temps, un accompagnement par groupe. Donc, quand c'était des accompagnements individualisés, c'était one-to-one pour traiter des besoins spécifiques, individualisés, tels que l'angoisse, le stress, les émotions d'une manière spécifique. Et à d'autres moments, où ça, on le proposait d'une manière journalière et quotidienne, on proposait un accompagnement par groupe. C'est-à-dire que, comme on fait là maintenant, toutes les personnes qui étaient disponibles, et c'était des webinars enregistrés chaque jour, eh bien, on faisait 1h30 où on leur donnait des outils, alors des outils de PNL, d'hypnose, de coaching, pour leur permettre, à part de gérer à ce moment-là l'état dans lequel ils sont, mais c'est aussi pour avoir une certaine autonomie de manière à pouvoir utiliser ces outils-là par la suite. Et donc, notre démarche a été la suivante. C'était de communiquer avec eux sur le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire comment le cerveau fonctionne à travers la programmation neurolinguistique et l'impact des pensées sur les émotions. Dans un deuxième temps, de travailler ce qu'on appelle les états internes. Donc, comment faire pour gérer les états internes? Dans un premier temps, il y a besoin d'en être conscient. Et donc, c'est par rapport au personnel soignant, c'est eux. Dans un troisième temps, on a travaillé sur l'impact des croyances qui peuvent être soit ressourçantes et valeurs dans la gestion de la relation
pour qu'ils puissent, eux, transformer des croyances qu'on appelle des croyances limitantes du style « j'y arriverai pas, c'est trop difficile, c'est compliqué », qui accompagnent toute cette crise-là. Et on a terminé avec eux sur la gestion de la relation. Quand je dis gestion de la relation, c'est le personnel médical, eux entre eux, et entre les médecins, donc les soignants et les patients. Et aussi la famille des patients, qui est aussi un autre élément à traiter. Et donc, les outils qu'on a utilisés, c'est mindfulness, donc tout ce qui est pleine conscience, comment travailler sur la focalisation et la respiration pour travailler sur la gestion du stress et faire baisser le stress avec des techniques aussi de scan, de méditation. On a travaillé sur des outils de PNL, hein, donc programmation neurolinguistique, qui permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne et comment je peux l'orienter pour avoir le pouvoir de faire ce qui m'intéresse moi. Des outils de coaching pour fixer des objectifs et clarifier les besoins, hein, pour travailler une communication plus fluide. Des outils tels que la process communication, qui est un outil d'identification de la personnalité qui permet d'anticiper des séquences de stress et à travers des besoins psychologiques de se les donner pour être motivé. On a également travaillé sur l'hypnose ericksonienne, comment leur donner des outils pour eux ou pour leurs patients pour être plus en contact avec leur inconscient et leurs ressources et gérer leurs émotions également. Et on a travaillé sur des outils de sophrologie pour libérer les tensions corporelles. Alors, la première semaine, en fait, on a abordé la gestion des émotions, gestion du stress. Et à chaque fois qu'on travaillait de jour en jour avec notre équipe à nous, eh bien, on avait une réunion de travail pour spécifier comment on allait les accompagner. Parce que pour nous également, c'est une première d'accompagner à travers aussi bien des webinars qu'une équipe médicale dans un contexte nouveau. Et donc, on avait besoin d'avoir leur retour, d'avoir leurs besoins, de récolter leurs besoins et de manière à pouvoir leur proposer quelque chose qui était adapté. Pour la première semaine, donc, on a abordé le stress, hein, c'est ce qui les a intéressés en premier lieu, à travers des techniques de respiration. On a travaillé aussi sur le fonctionnement du cerveau en termes de ce qu'on appelle les sous-modalités. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on voit en PNL, que notre cerveau donc, perçoit par les 5 sens. Donc, il va récupérer de l'information de l'extérieur et l'enregistrer à l'intérieur. Et les techniques qu'on leur a données, c'est comment modifier ces représentations internes pour pouvoir agir sur leurs émotions, aussi bien en termes de PNL qu'en hypnose, en les mettant eux-mêmes en hypnose et en leur permettant de faire ce qu'on appelle une safe place, c'est dans la séance, se connecter à un espace où ils sont en totale sécurité, au cas où ils sont confrontés à quelque chose qui est très stressant dans leur milieu de travail, eh bien de se reconnecter mentalement à cet espace-là où ils sont en totale sécurité pour pouvoir récupérer les ressources, que ce soit de bien-être, de confiance, de calme, et qui va impacter leur travail directement. Dans la semaine 2, on a travaillé la gestion de la relation entre eux dans l'équipe, aussi bien eux, personnel soignant, que le personnel soignant et les patients. Et donc, on a travaillé sur l'installation d'un rapport de confiance, de motiver les personnes. Et dans la semaine numéro 3, on a utilisé plus des outils de communication, toujours en rapport avec le besoin du personnel soignant. Donc, eux, quand ils ont besoin de quelque chose, ils nous communiquent leurs besoins et en fonction de ça, eh bien, on leur dit voilà les outils qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et donc, on a travaillé que ce soit sur le modèle process communication, qui est un modèle américain basé sur les types de personnalités. À partir du moment où ils se connaissent mieux, eh bien, ils arrivent à mieux identifier les comportements des autres, adapter les canaux de communication adaptés, et gérer le stress à travers ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc, identifier des situations
potentiellement qui amènent du stress, comme on en a parlé aussi bien Adrien, Karen que Patricia, dû au confinement. Bien, il y a eu du personnel médical qui ont été eux-mêmes confinés à l'hôpital. Donc, ils étaient éloignés de leur famille, eux-mêmes n'étaient pas en contact. Il y a des mamans qui n'étaient pas en contact avec leurs petits, en bas âge également, qui ont très mal vécu ça. Et à travers tous ces outils-là, on leur a permis de pouvoir avoir des relations plus saines, eux-mêmes entre eux, parce que ça générait des tensions, ces situations-là. Et dans la semaine 4 et 5, on leur a également expliqué en termes de deuil, hein, parce qu'ils sont confrontés eux-mêmes au deuil de certains patients, même avant le Covid, hein, parce que c'est une équipe de réanimation. Et donc, de leur montrer quelles sont ces phases de deuil pour aussi bien eux en être conscients que d'accompagner les familles des patients qui, dans ce cas précis du Covid, n'étaient pas autorisés à aller visiter les patients. Et donc, ensemble, on a mis en place plein d'outils par rapport à ces différents webinars, tels que, par exemple, le fait d'être en contact avec les familles via des applications par rapport à des applications téléphoniques, de manière à ce que le contact entre le patient et la famille puisse perdurer. Autre chose à savoir, c'est qu'un élément qui était anxiogène, à part le fait que les médecins comment dirais-je, devaient se protéger, mais comme ils devaient énormément se protéger, donc ils avaient plein de combinaisons, avec masques, avec plein de choses qui faisaient qu'ils étaient comme des cosmonautes. Et donc, d'un point de vue visuel, les patients n'arrivaient pas à voir les médecins et donc ils avaient des genres de cosmonautes. Donc, en termes de rapport, et en termes de confiance et en termes de gestion de cette relation-là, eh bien, on les a amenés à travailler sur de la créativité, notamment, par exemple, mettre leurs photos sur leur combinaison et mettre le nom du médecin qui va visiter le patient pour que le patient soit rassuré, hein, qu'il y ait des smileys, qu'il y ait des choses comme ça, pour qu'il y ait quelque part, pas uniquement pour les patients du soin, mais aussi l'aspect mental, l'aspect psychologique, cet accompagnement-là qui a été très important pour eux. Donc, ils ont fait un retour, les médecins, par rapport à ça, que les patients ont beaucoup apprécié ce côté proche. Et donc, par rapport à ça, en fait, si je reviens par rapport à cette expérience-là, c'est des médecins et un corps médical qui ont été confrontés à quelque chose de nouveau et qui ont eu besoin d'être soutenus, qui ont eu besoin d'être écoutés et qui ont eu besoin d'être accompagnés. Et donc, c'est ce qu'on a fait, nous, d'une manière bénévole. Et donc, du coup, comme c'est une expérience qui est au niveau mondial, qui n'a pas été faite de cette façon-là, journalièrement, hein, je dis bien, eh bien, on est en train d'écrire un article pour le faire sortir dans un journal médical pour expliquer quel a été l'apport de cette expérience-là. Je vous remercie de votre écoute et donc il y a certains éléments dont je viens de parler que vous pouvez trouver sur le site de synapsecôtedivoire.com si vous souhaitez aller plus loin. Je ne sais pas si j'étais dans les 10 minutes ou pas. Merci beaucoup à toi, Céline. Merci pour cette présentation. Voilà, donc je pense que nous avons franchi une étape très importante. C'était l'étape de présentation. En gros, moi, je retiens, hein, Céline, de ta présentation, je retiens deux éléments. Premier élément, c'est que, enfin, trois éléments. C'est qu'au niveau de l'équipe Synapse, il y a un travail qui a été fait au niveau du personnel déjà pour pouvoir survivre à la COVID-19. Et une fois que vous avez survécu, vous avez eu pas mal d'énergie, vous êtes maintenant allés comme des missionnaires. Et donc, il y a eu cette expédition, ce partage d'expérience pendant tous les jours de la semaine, hein, du lundi au dimanche, sous la forme de conférences, sur plusieurs thématiques telles que la PNL, la sophrologie, la mindfulness, voilà, toute cette thérapie brève là pour pouvoir aider les personnes qui vivaient ces différentes difficultés. Et puis, il y a eu finalement cette expérience inédite qui s'est faite avec la structure de santé à Tunis, que vous avez accompagnée sur 5 semaines.
voilà, 5 semaines suivant un accompagnement particulier, un cheminement particulier. En tout cas, merci et bravo également à cette initiative. Merci également et bravo aussi bien à la CNPS, à Synapse qu'à Stimulus pour tous les efforts qui ont été consentis par chacune de vos structures dans cette période difficile que nous vivons. Nous allons maintenant, il nous reste une vingtaine de minutes, voilà, 22 minutes à peu près. Nous allons la passer en questions-réponses. Et donc là, j'ai déjà quelques questions qui nous sont parvenues. La première question, elle émane de Dr Sako Idrissa, depuis Bamako, République du Mali. Il dit, quels sont les rôles de la caisse de prévoyance sociale dans l'accompagnement psychologique des salariés dans la crise sanitaire? Je crois que c'est une question qui s'adresse à Dr Patricia. Je reprends, quels sont les rôles de la caisse ou d'une caisse de prévoyance sociale dans l'accompagnement psychologique des salariés? Alors, merci Adrien. J'avais déjà répondu à cette question, mais par écrit. Okay. Donc, les caisses de prévoyance sociale vont apporter un appui à travers leur direction de prévention si elles en disposent. La première action, c'est déjà interpeller les entreprises sur ce risque psychologique parce que il est important de tenir compte de ce risque, autant qu'on tient compte du risque physique, du risque chimique et voilà, de tous les autres risques qui peuvent exister en entreprise. Donc, notre première action, c'est d'abord d'interpeller les chefs d'entreprise sur ce risque-là et emmener les comités d'hygiène en entreprise à pouvoir mener des actions pour proposer des solutions. Voilà. Après, au niveau de la direction de prévention des caisses, s'il y a une expertise dans ce domaine, je pense que c'est notre devoir de mettre à disposition les outils nécessaires aux entreprises pour qu'elles puissent mieux identifier ces risques et pouvoir proposer des solutions pour y remédier. Voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup. Donc, j'espère que Dr Idrissa, tu as eu réponse à tes questions. Je crois qu'il y a une autre question oui. qui émane de Dr Idrissa, ça on va terminer avec lui. Il dit, est-ce que la Caisse prévoyance sociale prévoit la reconnaissance de la COVID-19 comme accident de travail ou maladie professionnelle? Merci. Déjà, les questions de reconnaissance de maladie en tant qu'accident de travail ou maladie professionnelle, les démarches sont différentes d'un pays à un autre. En Côte d'Ivoire, nous fonctionnons sur une liste de tableaux qui est validée en Assemblée nationale et qui sort par décret. Donc, pour qu'une maladie soit reconnue ici, il faut que cette maladie figure sur la liste des tableaux et qu'elle puisse répondre à certaines dispositions, mais toujours dans ce tableau en termes de durée d'exposition, de signes cliniques reconnus ou d'examens complémentaires nécessaires à valider. Voilà, donc je sais qu'en France, Adrien me dira si c'est faux, je sais qu'en France, pour certains corps de métier, il y a eu reconnaissance comme accident du travail. C'est cela, Adrien? La coronavirus comme accident du travail ou en général? Oui. Je ne sais pas vous répondre. Vous n'avez pas compris? Non, donc il n'a pas la réponse. Il n'a pas la réponse. Ah, il n'a pas la réponse. Tout à fait compris, mais je n'ai tout à fait pas la réponse. OK. D'accord. En Côte d'Ivoire, nous ne nous sommes pas penchés sur la question. Et même si elle devait se faire, ça ne sera pas en premier du ressort de la Caisse nationale de prévoyance sociale de le faire. Parce que, comme je dis, c'est une décision étatique qui va réunir, qui va demander la position des chefs d'entreprise, des travailleurs et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, c'est toute une organisation
qui réfléchit et qui propose une maladie pour la reconnaissance. Voilà. OK. Merci beaucoup à toi, Dr. Patricia. Je crois que tu t'es exercé à l'exercice. Je crois qu'il y a une autre question qui émane de Jou. J'ai une petite précision parce que, merci Internet, les soignants, excusez-moi, les soignants vont pouvoir reconnaître le coronavirus en tant que maladie professionnelle. Voilà, c'est cela. Donc, ils attrapent le coronavirus dans le cadre de leur travail. Et voilà, mais pas forcément pour d'autres caractères. Voilà, mais j'ai vérifié, c'est bien les soignants, effectivement. C'est cela, c'est cela. Merci. Désolé. Okay. Merci beaucoup, Adrien. Donc, on a une question qui provient de Jou. Je crois que c'est relatif au télétravail. Le télétravail et le confinement des travailleurs sur la santé psychologique, qu'est-ce qui est en jeu? Voilà un peu le télétravail, le confinement des travailleurs, la santé psychologique, qu'est-ce qui est en jeu? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre à cette question? Je pense avoir compris. Il demandait est-ce que le télétravail a un impact sur la santé psychologique ou c'est le confinement? Alors, la réponse… OK, vas-y. Voilà, la réponse que je propose à cette question, c'est que le télétravail peut avoir un impact sur la santé psychologique si une organisation n'est pas mise en place comme l'a signifié dans son exposé Karen et Adrien. Donc, il faut prendre des dispositions pour ne pas impacter la santé psychologique de nos collaborateurs, même quand on décide de se mettre en télétravail. Et puis, pour les personnes qui se retrouvent dans le confinement, ces personnes-là ont besoin d'un soutien social. Parce qu'elles peuvent être confinées 2 semaines, après le prolongement peut-être, le confinement, peut être prolongé. Donc, si dans cette période, le travailleur qui est confiné n'a aucun soutien, il est coupé de tout, cela peut impacter sur sa santé psychologique. Voilà. OK. Merci beaucoup à toi, Patricia. Donc, une autre question qui nous provient de René Clément Cotoclo. Je crois que méthode clinique pour traiter la pandémie, recommandation de méthodes ou approches collectives pour traiter le plus grand nombre d'entreprises agroeffectives. Donc, je pense qu'il pose une question sur les méthodes cliniques pour traiter la pandémie et quelles sont les recommandations de méthodes ou d'approches collectives pour traiter le plus grand nombre de personnes. Voilà la question de M. Cotoclo. Je ne sais pas si vous avez des réponses à apporter. Est-ce que selon vous, il existe des méthodes cliniques ou des recommandations pour traiter la pandémie, pour traiter le plus grand nombre de personnes dans cette période de pandémie, surtout les personnes qui sont atteintes de la coronavirus, de la COVID-19? Arthur? Oui, Céline. Alors, en fait, moi, j'ai parlé sur le côté mental. Donc, par exemple, il y a une clinique de la gestion du stress et de l'anxiété qui existe aux États-Unis et qui a été créée par un docteur qui s'appelle John Kabat-Zinn et qui a mis en place justement cette méthode qui s'appelle la mindfulness. Donc, c'est la pleine conscience. C'est un programme sur 8 semaines qui permet, avec plein d'exercices de méditation, de respiration, de prise de conscience, de revenir dans l'ici et maintenant, de pouvoir justement sortir du stress, renforcer l'immunité et travailler sur comment baisser l'anxiété. Et tous ces éléments-là ont été prouvé scientifiquement. Il y a des études scientifiques depuis une dizaine d'années qui tendent à prouver ça avec des IRM et des articles scientifiques par rapport à ça. Et donc, du coup, quelque chose qui pourrait être fait au niveau mental, c'est une proposition, c'est de travailler sur la partie mindfulness, c'est la pleine conscience. Alors,
pour aller plus loin, j'aurai l'occasion, moi, de présenter justement comment gérer les risques psychosociaux à travers la pleine conscience ce samedi après-midi. Donc, pour des personnes qui veulent aller plus loin dans la thématique ou voir comment est testé certains éléments de pleine conscience, je vous invite à venir justement lors de ce congrès de la semaine du bien-être. Et samedi, ton intervention. Okay. Voilà, c'est samedi après-midi. Donc, vous aurez un aperçu de ce qu'on peut faire par rapport à ça, aussi bien à un nombre réduit, mais même à grand nombre, à grande échelle, comme le dit René Clément. OK. Une question pour Karen et Adrien. De par votre expérience, d'accord, et de par les nombreux cas que vous avez certainement reçus lors de cette crise, première question, est-ce que l'on peut se protéger de façon durable des impacts de la COVID au plan de la santé psychologique? Est-ce que c'est possible de s'en protéger, de se protéger des impacts de façon durable? Première chose. Et deuxième question, si on n'arrive pas à s'en protéger, selon vous, quels sont les moyens, par exemple, que Stimulus propose pour pouvoir aider les personnes qui vivent des difficultés au niveau de la psychologie, de la santé psychologique? Adrien, Karen, je vais prendre, puis comme ça laissera. Ok, vas-y. Alors, je vais combiner avec l'histoire du traitement de masse. Typiquement, ce qu'on a pu faire en traitement de masse. D'accord. Okay. Typiquement, le problème de la peur de retourner au travail. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis malade, je suis pas malade, peut-être même, j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur parce que j'ai ma mère à la maison, mon grand-père à la maison, et quand je vais au travail, du coup, moi, j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur de leur contaminer en rentrant à la maison. Donner ce cas-là. Aujourd'hui, dans les entreprises, en tout cas au moment du déconfinement, le 11 mai, je peux vous dire qu'il y en avait un certain nombre dans cette situation. D'accord ? Le problème, c'est que si j'ai peur d'aller au travail, de retourner au travail, il y a des raisons profondes. Mais la peur, elle est abstraite. On ne sait pas trop, en fait, de quoi on a peur. On a peur d'un truc, mais on n'a pas vu à quoi ça ressemblait. Donc, typiquement, la méthode… donc, là, je vais parler sous le contrôle de Karen. Je vais utiliser des termes dont je maîtrise beaucoup moins le fond que Karen, qui est experte du domaine. Mais on a mis en place et on a adapté aux pratiques managériales ce qu'on appelle les thérapies d'exposition progressive. Thérapie d'exposition progressive, c'est très facile à comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez peur de quelque chose, là, c'est la peur soit de sortir de chez soi, comme Karen l'a évoqué. Le confinement était une protection, donc sortir fait peur, c'est dangereux. Donc, le lieu de travail ou les transports, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu pas mal de contraintes en Côte d'Ivoire sur les transports quand il y avait eu le confinement. Effectivement, donc, ça génère tout un tas de problèmes et tout un tas de stress. D'accord ? Donc, quand il y a ça qui se passe, la personne, elle ne sort plus de chez elle parce qu'elle a peur de mettre un pied par terre, d'accord ? De mettre un pied dehors ou de mettre un pied dans son environnement de travail. Et là, il y a deux écueils, deux extrêmes sur lesquels il ne faut pas aller et que les managers non formés font. La première, c'est de dire « j'en ai rien à faire, mon petit bonhomme, c'est que tu reviens lundi 8h30, ton contrat de travail t'impose de revenir au travail, tu reviens au travail. » Option 1. En gros, le pari, c'est il faut se motiver, puis elle va se motiver, puis ou il va se motiver, et puis il viendra au bureau, puis ça ira bien. Après, la peur va s'en aller naturellement. L'autre extrême, c'est dans l'autre sens, c'est de faire « oh oui, je comprends que tu sois stressé, bon, reste à la maison, puis quand ça ira mieux, tu reviens. » Dans les deux cas, vous n'aidez pas la personne. Dans le premier, en fait, le saut à passer de gérer sa peur est trop haut. Donc là, vous êtes très, très mal. D'accord ? Et la personne, probablement, elle ne viendra pas ou elle va vivre comme une très grande situation d'échec le fait de ne pas y arriver. Dans l'autre cas extrême, en fait, vous la laissez dans sa peur. Donc, vous ne solutionnez pas le problème de la peur. Donc, la thérapie d'exposition progressive, comme son nom l'indique, c'est des marches d'escalier d'exposition à la cause de la peur. Et là, je vous donne des réponses structurelles qui ont été mises en place par des organisations. Donc, par exemple, il y a des boîtes chez nous qui ont envoyé des photos des lieux, donc des lieux de travail avec les systèmes de protection, donc les plexiglas, les indications, la signalétique, les gestes barrières, etc., aux collaborateurs. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça lui permet de passer d'une peur abstraite à une peur concrète. Ok, là, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Deuxième approche, donc on se projette en pensée, en voyant des choses, des vidéos et des photos du même site, mais avec des gens dedans. Pour que la personne qui a peur de retourner au travail voit finalement à quoi ça ressemble en vrai, avec des vrais gens.
Est-ce qu'ils ont des masques? Est-ce qu'ils n'ont pas de masques? Est-ce qu'ils respectent les masques? Est-ce qu'ils sont à distance, pas à distance? Et là, soit ça la rassure, soit ça la rassure pas. Et si ça la rassure pas, c'est pas grave parce qu'on peut avoir un dialogue. C'est-à-dire qu'elle peut appeler son manager et dire bah, moi, tu sais pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que Charles, il met jamais son masque. Ça se voit sur la vidéo. Et là, on discute. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Charles? Est-ce qu'on peut alterner? Etc. etc., etc. D'accord? Et puis, au bout d'un moment, on peut exposer la personne en action, mais progressive. Donc, on va proposer, il y a une boîte qui a fait ça qui était très bien. Ils ont proposé à tous les collaborateurs qui le souhaitaient de venir visiter les locaux, donc aller physiquement sur le lieu de travail pendant une demi-heure, juste pour voir et tester les gestes barrières. Sans travailler, juste venir et retourner. D'accord? Et ensuite, on a formé les managers à ces approches-là, en leur disant, bah voilà, si vous avez quelqu'un qui est vraiment en angoisse, vous allez travailler comme ça, étape par étape, vous allez leur proposer telles étapes. D'accord? Elle va venir 1 heure et puis 2 heures. Le truc qui faisait beaucoup peur aux gens, au départ, ce n'était pas de revenir au boulot, c'était de participer à la cantine. La cantine était une source d'angoisse pour les gens. Parce qu'on est beaucoup plus en proximité, on partage des fourchettes, enfin voilà, étonnamment. Enfin, en tout cas, quand je dis beaucoup, là, je peux parler sous le contrôle de Karen, elle va peut-être dire, moi, je n'en ai pas eu trop en clinique, mais nous, on en a eu qui nous ont dit vraiment, sincèrement, c'est ça, c'est pas de revenir au travail, parce que je sais que je peux être dans ma bulle, dans mon bureau, mais si je dois aller à la cantine, ça, c'est compliqué pour moi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cantines qui ont été fermées, enfin de restaurants d'entreprise qui ont été fermés. Voilà typiquement une réponse que nous, on a mise en place en déployant massivement, puisque c'était des formations managers, et en appliquant une méthode qui est connue, qui est la thérapie d'exposition progressive. Moi, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça, je ne suis pas un expert du domaine. Si Karen veut compléter, elle peut, mais voilà globalement le type de démarche qu'on a pu mettre en place. Alors, tu n'es pas expert en ça, mais en même temps, je trouve que tu en parles bien et tu synthétises bien toutes les étapes et puis l'objectif et les principes actifs, on va dire comme ça, de cette technique thérapeutique. Ce que j'ai envie de rajouter juste en complément, c'est que finalement, ce qui est très important dans cette démarche, c'est qu'on ne minimise pas le vécu et avec le vécu, le ressenti, c'est-à-dire l'impact émotionnel des uns et des autres, et d'ailleurs qui peut effectivement différer d'une personne à l'autre. Donc, on ne le minimise pas parce qu'on l'accueille, on accepte de l'entendre, de le recevoir, de l'écouter, de l'observer. Et cette première démarche-là, elle permet ensuite, effectivement, en parlant, de se questionner sur le champ des possibles. Alors, le champ des possibles, ça peut être avec une seule personne, mais ça peut être effectivement dans les interactions, que ce soit entre deux ou que ce soit au sein d'une équipe. Donc, vraiment, la première démarche, c'est on a tous été confrontés, on est tous confrontés à cette crise. On ne l'est pas tous de la même façon pour tout un tas de raisons, on ne va pas y revenir. En tout cas, pour pouvoir s'y adapter collectivement au sein de l'entreprise et pour pouvoir y faire face, voire la dépasser, il y a effectivement ce besoin impérieux de ne pas mettre de côté et du coup d'en parler, de faire l'effort de comprendre pour ensuite pouvoir effectivement mettre des choses en place qui soient, on va dire, les plus efficaces possibles. Et sur tous les plans qu'on a évoqués, émotionnels, comportementaux, mais également en tenant compte des enjeux économiques de certaines entreprises. Donc, il y a tous ces déterminants à essayer effectivement de faire coexister pour que chacun puisse faire face et cheminer. Je disais dépasser, peut-être que c'est un petit peu tôt, c'est un petit peu présomptueux, mais en tout cas, cheminer sur face à cette crise. Voilà. Il y a une question qui est restée en suspens, c'était de savoir, est-ce que l'on pouvait se protéger durablement contre les impacts de la COVID sur le plan de la santé psychologique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Alors, comme j'ai mon micro ouvert, du coup, je me permets d'enchaîner. À la fois, je vais y répondre à cette question et en même temps, je trouve que ce n'est pas évident d'y répondre parce qu'on est sur un sujet qui est l'humain. Et à ce titre-là, on pourrait se dire à peu près à chaque phrase que chacun est différent et chacun va arriver à se mobiliser, à utiliser des ressources et à en développer de manière individuelle. Donc, gardons ça quand même effectivement en tête. Après,
oui, il me semble qu'il y a tout un tas d'outils. En plus, et à côté des conditions très concrètes, très pratiques qu'on a également évoquées, mais il y a tout un tas d'outils dont certains ont été d'ailleurs évoqués, un peu développés par Céhil, que tout un chacun peut soit déjà connaître, soit essayer d'acquérir et de développer, et qui permettent de faire face sur le plan psychologique, sur le plan psychique, à un certain nombre d'impacts de cette crise. Il est évident que la manière de percevoir le risque, la manière de comprendre la pandémie, la façon de se projeter dans l'avenir, le fait de pouvoir... le fait d'être convaincu, d'avoir le sentiment en tout cas qu'on peut faire quelque chose pour se protéger au quotidien, tout ça c'est autant j'ai envie de dire, de compétences mentales qui peuvent rendre plus forts psychiquement les personnes face à la peur du Covid. Et là, encore une fois, on n'est pas tous égaux. Et en même temps, probablement qu'on a tous notre marge de progression, notre capacité à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ces outils-là. OK. Donc là, il nous reste 2 minutes. J'enregistre une dernière question. Cette question nous vient de Kansé qui dit concrètement en Côte d'Ivoire, peut-être pour ceux qui connaissent le marché ivoirien, ou bien ça n'empêche pas que les autres également interviennent. Hein. Concrètement, en Côte d'Ivoire, où en est-on avec la formation des managers pour prendre en charge l'aspect psychologique de la COVID sur les travailleurs? Peut-être que Patricia se sent indexée par la question, je ne sais pas. Mais concrètement, en Côte d'Ivoire, où en est-on avec la formation des managers pour prendre en charge l'aspect psychologique de la COVID sur les travailleurs? Et moi, j'ai juste envie de compléter cette question pour dire qu'est-ce que concrètement la CNPS a pu faire pour prendre en charge la santé psychologique des travailleurs en Côte d'Ivoire? Merci. La question, elle est difficile à répondre parce que il n'y a pas un programme de formation des managers qui a été mis en place. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est déjà de les interpeller sur tous les risques qui peuvent exister en entreprise et de leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité d'avoir accès à des outils qui peuvent permettre de réduire les risques et améliorer la performance de leur entreprise. Donc, il faudra en premier lieu que l'entreprise adhère à cela et qu'elle soit disposée à un accompagnement. Voilà, donc, c'est déjà la première approche. Mais, ce qui est à saluer, c'est que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui compris et nous avons lancé à cet effet une campagne Vision Zéro. Et dans cette vision, c'est que tous les risques et tous les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent être évités. Il suffit à l'entreprise de mettre en place la stratégie qu'il faut pour pouvoir les éviter. Donc, nous avons démarré cette campagne avec un très grand nombre d'entreprises. Il y a eu la Côte d'Ivoire a abrité le lancement officiel de cette campagne et à ces rencontres, nous avons vu la participation des premiers managers des entreprises. Voilà. Donc, en fait, le suivi qu'on fait, ce n'est pas simplement sur un risque, mais c'est sur l'ensemble des risques capables de provoquer des accidents et de maladies professionnelles. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vision, c'est que nous puissions aller dans une stratégie qui englobe, qui prenne en compte toutes les, les défis que l'entreprise a à relever. Voilà, donc aujourd'hui, quand on parle de management au sein d'une entreprise, on ne va pas se focaliser en premier sur l'économie parce qu'on est avec des comptables,
On ne va pas se focaliser sur la santé parce qu'on est en face d'un médecin, mais c'est de voir dans la globalité de l'entreprise quelles sont les dispositions qui doivent être prises au niveau organisationnel, au niveau humain et au niveau managérial pour pouvoir avoir des résultats. Donc, c'est dans cette démarche que nous sommes et nous accompagnons les entreprises dans ce processus. OK. Je pense que cette question me donne l'occasion de vous donner la parole pour votre mot de fin, mais j'aurais souhaité que votre mot de fin soit orienté sur qu'est-ce que chacune de vos structures propose comme formation, propose comme accompagnement aux managers, aux entreprises, justement pour réduire l'impact de la COVID sur la santé psychologique et justement à avoir instauré au sein des entreprises ce bien-être et cette qualité de vie au travail. Peut-être qu'on donne la parole à Céline. Je crois qu'il y a, par rapport à ce congrès, il y a des formations qui sont proposées avec des réductions, tout. Je pense que tu peux en parler comme mot de fin. Ensuite, on parlera la parole à Adrien et à Karen, et puis peut-être Patricia pourra également faire son mot de fin. Alors, oui, merci Arthur de me donner la parole maintenant parce que je vais parler de ce type de formation qui sont en rapport avec notre sujet et je vais m'excuser auprès de vous parce que je vais justement animer une autre formation là et je dois y aller. Donc, merci de commencer par moi, par le temps de parole et donc du coup, je vous dirai au revoir juste après avoir fini. Alors, effectivement, en fait, pour revenir à ce qui a été dit, en fait, il va y avoir deux approches. Soit une approche concrète pour gérer un état émotionnel maintenant, pour le traiter maintenant, avec par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. Et c'est ce qu'on propose avec Synapse Côte d'Ivoire, un cursus qu'on appelle le cursus Manager Coach. Et le cursus Manager Coach à travers la PNL qui se fait en 8 jours et qui démarrera, je crois que c'est fin mi-novembre, quelque chose comme ça, à Abidjan, eh bien, c'est avoir une posture différente du manager qui est dans la façon d'être de faire aux autres. D'avoir cette posture d'écoute, écoute sans jugement, d'être amené vers le changement, amené vers la gestion des émotions, gestion du stress du collaborateur, comment faire baisser la charge émotionnelle. Donc, c'est des outils très concrets, très puissants, qui donnent la possibilité au manager d'agir tout de suite, aussi bien sur ses propres émotions que sur les émotions de son collaborateur et de lui faire baisser le stress. Travailler aussi sur la gestion des conflits. Travailler également sur la gestion du changement. Et par rapport au Covid, on est dans cette dynamique du changement et comment justement percevoir l'environnement d'une manière différente et s'adapter à ce nouvel environnement. Pas forcément demander à l'environnement de s'adapter à soi, mais de faire la démarche inverse. Et là, la PNL est très utile par rapport à ça. Et donc, comme tu disais, Arthur, il y a aussi la mindfulness. Il y a une première formation de manager coach qui sera proposée à Abidjan pour les managers, donc avec une certification internationale allemande. Une deuxième formation qui est plutôt durable. Donc la mindfulness, on est plutôt dans le temps. Donc comment gérer ce stress, mais d'une manière durable à travers un état d'esprit différent, d'être plus connecté au conscient et d'être dans l'acceptation. Donc de développer plusieurs façons d'être. De l'acceptation, de la confiance, enfin plusieurs attitudes. Et là, ça sera une formation en ligne qui sera également proposée vers la fin octobre et donc qui est étalée plutôt dans le temps et qui permet de gérer justement ce stress, mais d'une manière continue à travers une hygiène de vie, une façon d'être. Et donc, quelle que soit la PNL, l'hypnose ou le coaching ou la mindfulness, pour les personnes qui s'inscrivent lors de ce congrès, il y a 30% de réduction. Donc, c'est une offre qu'on fait spéciale pour le congrès. Et donc, s'il y a des questions, voilà, il y a toutes les réponses sont sur Synapse Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Patricia, merci Adrien, merci Karen, merci Arthur, merci à tout le monde. Et moi, je dois y aller parce que les gens m'attendent pour la formation. Je comprends. Merci. Merci pour ta disponibilité surtout, Céline. Merci Céline. Merci à vous. Merci, voilà. Donc, Adrienne et Karen, pour votre mot de fin, orienté, qu'est-ce qu'on peut faire pour les managers justement pour prévenir la santé psychologique, pour une meilleure santé psychologique au travail?
Ok, alors nous, on a pris tout en marche. C'est-à-dire qu'on a commencé avec le confinement où même les clients nous ont rappelé qu'est-ce que vous faites pour les managers pour gérer le confinement et le télétravail et qu'est-ce qu'on va devenir? Donc on a créé tout un tas de formations, mais en plus en webinar parce qu'on était tous confinés. Donc on a dû aussi faire bouger les modalités d'intervention. Donc aujourd'hui, on a un peu atterri de tout ça. Et aussi par rapport à la phase qui arrive. Donc, je dirais il y a 3 dimensions. Déjà, on s'adresse aux collaborateurs et aux managers, les deux, d'accord? Donc, pour les collaborateurs, des choses autour de comment je gère mon stress, comment je gère ma peur. Typiquement, la thérapie d'exposition progressive dont je vous ai parlé, c'est bon pour le manager, mais c'est bon pour le collaborateur aussi. S'il a un peu notion de si demain il se dit demain j'y vais et que ça ne va pas marcher, c'est aidant pour lui, d'accord? Donc, on a mis en place des web ateliers, des webinars. Webinaire, c'est 1 heure comme là on fait. Web atelier, c'est interactif avec les participants. On tente un peu de présentiel en ce moment, mais pas beaucoup. Sur ces aspects-là, donc gérer mon stress, lequel, mais lié au contexte. On fait le même travail avec les managers sur des problématiques de gestion émotionnelle, gestion de conflit. Comment je gère moi en tant que manager quand il y en a un qui est stressé et l'autre qui est négligent, ce dont on a parlé tout à l'heure. Je fais quoi moi dans cette situation en tant que manager? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que j'ai les éléments pour ça? Parfois, la meilleure façon de former un manager, c'est de lui dire de ne pas faire et de déporter à ceux qui peuvent ou ceux qui savent. D'accord? Donc ça, c'est, je dirais, les aspects typiquement relationnels. Un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais alors qui nous on se l'est pris comme un mur. Quand je dis nous, c'est la France, l'économie, etc. Mais j'imagine vous avez dû le vivre aussi, un peu partout dans le monde, on le vit. C'est ce qu'on appelle l'effet salon de coiffure. L'effet salon de coiffure, c'est un truc que vous allez très bien comprendre. Quand le confinement a déconfiné, les coiffeurs ont rouvert. Et ça faisait 2 mois que les gens ne s'étaient pas fait couper les cheveux. Ils sont tous arrivés, ils ont fait entre guillemets, la file d'attente devant le coiffeur. Et ça génère tout un tas de problèmes parce qu'en fait, les gens deviennent impatients, les gens exigent des choses, vous avez un effet de retard et comme ça a été évoqué, je crois que c'est Patricia qui avait évoqué le point, en plus, vous n'avez pas les moyens quand vous êtes en contexte de confinement ou même de déconfinement, les gens sont malades, vous avez moins de personnel, vous n'arrivez pas à réaliser ce qu'on attend de vous à la hauteur de la productivité que vous faisiez avant. Et donc, vous amplifiez les files d'attente, c'est un peu comme je dirais, le courrier en retard. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées dans ces situations-là, à devoir gérer une explosion d'attente avec l'agressivité parfois et les incivilités qui vont avec. D'accord? Et donc, on s'est retrouvés dans des environnements qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que quand vous avez un petit commerce, c'est normal, vous avez l'habitude de gérer les incivilités. Mais quand vous êtes une entreprise industrielle qui travaille avec des professionnels industriels, vous n'avez pas l'habitude d'avoir un client qui vous hurle au téléphone. Mais le client, il est en panique parce qu'il a peur de faire faillite. C'est pour ça qu'il vous hurle le téléphone. Et ça a été aussi quelque chose de particulier, c'est-à-dire gérer non pas une charge lisse, mais une charge qui s'est mise à descendre d'un coup, puis exploser, puis redescendre. D'autres trucs aussi dans le tourisme, par exemple, le fait de ne plus avoir à gérer du commercial pour séduire les collaborateurs, leur demander viens prendre mon petit billet, mais ne gérer que des annulations. En termes d'intérêt du travail, ça n'a rien à voir. Et on est parti pour 6 mois comme ça, à ne faire que gérer du mécontentement, des annulations. D'accord? Donc, ce changement abrupt de nature du travail pour les gens, c'est super dur parce qu'ils doivent travailler plus sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas à l'aise, avec une charge émotionnelle et des tensions avec les clients qui sont très fortes, et un métier qui n'est pas du tout satisfaisant. D'accord? Je ne suis pas là pour leur dire prenez cette croisière, c'est vraiment sympa. Non, c'est qu'est-ce que je peux vous proposer pour pas que vous annuliez et pour que vous alliez juste déporter. Voilà, j'étais un peu long, mais globalement, on va avoir 3 champs. Manager sur les relations, collaborateurs sur leur santé, comment ils se sentent, avoir des outils pour pouvoir se protéger. Là, je reprends le thème que vous aviez évoqué, comment je me protège de la situation du coronavirus de manière durable, avec quelques outils qui permettent de se protéger psychologiquement. Et puis, je dirais le dur de dur, la charge de travail, les pics de charge, le lissage de la charge de travail. Comment je gère ça dans un contexte si particulier qu'est la Covid. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Karen? Je vais pas trop. Je pense qu'Adrien a déjà dit pas mal de choses. Peut-être juste en complément, puisque la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes. Adrien vous a beaucoup parlé effectivement de formats type webinaire et web atelier. On a aussi encore une fois tous nos dispositifs d'écoute et d'accompagnement à distance, que ce soit par le téléphone ou par différents canaux de communication qui permettent là de manière très individuelle sur exactement les mêmes thématiques, mais du coup de façon très personnalisée, d'accompagner effectivement toutes les personnes qui nous sollicitent
Voilà, donc c'est plus un complément sur les modalités d'accompagnement que sur les sujets qu'Adrien a bien évoqués, sachant qu'on accompagne effectivement les salariés, tous les salariés, les collaborateurs, les managers, mais on est également amené à accompagner dans ce contexte particulier, mais même au-delà, d'autres acteurs de l'entreprise que sont les médecins, les infirmières, les préventeurs quand il y en a. Donc voilà, on essaye vraiment d'être à disposition de tout un chacun, de cerner les spécificités de leurs enjeux sur le plan professionnel et puis effectivement de faire coïncider ça avec un accompagnement, une aide par rapport à ce qu'ils sont de manière plus personnelle. OK. Patricia, docteur Patricia Aduko, le mot de fin. Ton micro, est-ce que tu peux allumer ton micro? OK, désolée. Bon. Alors, pour terminer, je vais juste évoquer certaines actions qui ont été faites dans la période par la direction de prévention. Donc, au début de la crise, nous avons essayé de proposer aux entreprises des mesures pour les aider à amorcer le changement. Et après, avec les services de santé au travail des entreprises, nous avons eu une réunion pour essayer d'harmoniser les pratiques dans la prise en charge des travailleurs qui se tournent vers les services de santé au travail. Okay. À côté de cela, il y a eu des formations des comités santé et sécurité au travail pour leur donner les outils pour mieux évaluer les risques dans le milieu du travail. Voilà, donc c'est autant d'activités qui ont été faites. Et puis aussi, en ce moment, nous sommes à Boaké pour une formation avec le personnel infirmier dans les services de santé sur les pratiques de santé au travail. Et l'un des modules sur lequel nous insistons est de pouvoir organiser une écoute active en faveur des salariés qui se présentent au service de santé et dans une situation de détresse respiratoire, enfin, de détresse psychologique, désolée. Voilà. Et donc, il y a René qui a laissé un message qui disait qu'il n'y a pas de programme national, il n'y a pas de consensus. En réalité, déjà, il y a des tests de loi qui donnent des orientations. Après, dans chacune des entreprises, si on veut avoir des résultats, il faut adapter aux réalités de l'entreprise. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important d'évaluer et de proposer des solutions qui sont adaptées aux réalités de l'entreprise. Et pour y arriver, il est nécessaire que autant le manager participe, mais autant on tienne compte des propositions des salariés eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est dans cette démarche que nous sommes et nous demandons aux entreprises de ne pas hésiter à demander l'appui de la direction de la prévention. C'est pour eux que nous sommes là et voilà, nous leur apporterons notre expertise pour toutes les sollicitations. Merci. Merci beaucoup à toi, Dr Patricia Aduko, CNPS. Adrien et Karen, merci. Merci pour vos contributions. Merci également à Céline qui s'est en allé plus tôt. En tout cas, on était avec vous. On a abordé la notion des impacts de la COVID sur la santé psychologique des collaborateurs. Quelles leçons? On en a tiré plusieurs leçons. Et là, en conclusion, nous avons dégagé des perspectives, des solutions d'accompagnement, de formation, aussi bien des managers, mais également de tous les collaborateurs et de toutes les parties prenantes. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis aussi bien sur Zoom que sur YouTube. Tout à l'heure, nous allons à 11h30 GMT justement parler toujours de santé psychologique au travail, mais ça sera comment mesurer la santé psychologique des collaborateurs. Voilà. Et comment avoir des indicateurs pour mesurer et pour accompagner. C'est de ça qu'il s'agira. Donc, je vous demande de rester
pour tout à l'heure, pour la deuxième conférence de cette journée. Merci beaucoup à vous. Et Merci. Merci à tous. Merci Karen. Au merci revoir. beaucoup. À très bientôt. Au revoir Patricia. Au revoir. Au revoir à Au tous. revoir.